le principal, c'est de construire la confiance au niveau de l'équipe. Et quand vous avez construit la confiance au niveau de l'équipe, vous mettez des indicateurs qui font que l'équipe, oui ou non, se sent plus efficace. Et la vélocité a plus de sens de marcher ici. Le deuxième outil, c'est plus une série d'outils. Au fait, c'est quoi les métriques dans l'agilité? Comment est-ce qu'on peut mesurer que la méthode agile est efficace, fonctionne bien? Et à quelle étape, finalement, peut-on mettre en place ces mesures? Alors, il y a 4 étapes où j'ai identifié des métriques agiles qui peuvent être vraiment pertinentes. La première étape, c'est l'estimation de combien ça coûte de développer, de produire cette fonctionnalité ou cette user story. La deuxième étape, c'est comment je priorise une fois que j'ai estimé et que j'ai à peu près calibré toutes mes fonctionnalités et tous mes besoins. La troisième étape, c'est le pilotage. Comment est-ce que je pilote une approche agile? Et la quatrième étape, c'est la revue. Comment est-ce que je fais une revue par rapport à une démarche agile? Comment est-ce que je m'assure que je suis en boucle d'amélioration continue? D'abord sur l'estimation. Je compare ici une estimation en métrique agile sur un pilotage de projet conventionnel. Typiquement, un pilotage de projet conventionnel, en estimation des tâches, va estimer les jours hommes et va commencer à estimer des risques. Tiens, cette fonctionnalité, on n'a pas les compétences, voici les risques qu'on a. Le projet agile va aussi établir des charges, mettre des heures hommes, des jours hommes, va aussi mettre un niveau d'incertitude, mais surtout va rajouter une notion de points, les user stories, qui est un peu une granularité qui permet de voir les user stories, combien elles coûtent, 1 point, 5 points, 100 points, et aussi une notion de complexité. C'est-à-dire, est-ce que finalement il y a une complexité sur cette fonctionnalité ou cette user story à développer? Si on poursuit, les méthodes les plus utilisées sont celles de la séquence de Fibonacci, donc cette séquence arithmétique qui est que la fonction n plus 1, c'est la fonction n et la fonction n moins 1, qui, comme on le voit ici, permet de faire cette courbe en escargot et qui aussi permet d'expliquer notamment l'architecture romane et aussi toute la notion autour de pi. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'elle répond à une loi de contraste qui s'appelle la loi de Weber, qui est comment en fait je fais pour choisir entre deux user stories. Et si j'ai des user stories qui font 10 points et 11 points, c'est vraiment difficile de choisir pour nous, parce qu'il faut une différence suffisamment importante pour que j'ai l'impression de prendre une décision. Et typiquement, distinguer entre une user story de 8 et de 13, c'est quasiment le double, c'est 60% plus grand, c'est plus efficace que de distinguer entre 12 et 13, où l'écart va être de l'ordre de 7-8%. La séquence de Fibonacci va nous permettre du coup, on va la simplifier, parce qu'autrement c'est trop complexe, par exemple on la voit ici, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, nous permet d'avoir cet effet à 50, 60 ou plus pourcentage, qui nous permet de facilement trancher, ça c'est une user story qui est facile, et ça c'est une user story qui est difficile. Donc c'est une méthode pour faire les estimations, qui va nous aider d'ailleurs dans la priorisation par la suite. Donc vous pouvez le faire sous le format avec des cartes. Vous jouez des cartes et vous explicitez. Donc vous mettez tous les développeurs autour de la table, vous mettez des fonctionnalités et les gens analysent et puis partagent leur estimation et challenge. Et l'équipe agile, l'équipe Scrum décide cette user story, c'est 2 points, c'est 8 points, c'est 13 points, etc. Voici un autre exemple qui est jeu des cartes de t-shirt. Encore une fois, c'est un visuel. Et l'agilité a eu cette capacité à développer de manière fun et ludique des concepts qui, dans l'ingénierie de projet traditionnelle et conventionnelle, étaient moins sexy. Donc il y a vraiment cette notion qu'on voit ici, on peut faire de l'extra small, du small, du medium, du large, de l'extra large. Et puis aussi, on peut se dire, tiens, on ne sait pas. Ok, on a le droit de ne pas savoir. Et puis aussi, on peut prendre un café, ce qui permet encore une fois de jouer de manière globale sur cette partie qui n'est pas forcément simple d'estimation de complexité. Passons maintenant dans la partie priorisation. Alors les outils de priorisation sont généralement assez conventionnels. Par contre, vous allez prioriser les user stories, voir les épopées, voir les features, les fonctionnalités, selon vos critères que vous allez pouvoir pondérer, comme le chiffre d'affaires qui est généré en plus lorsqu'on aura cette fonctionnalité, du moins l'estimons-nous, comme la génération de nouveaux utilisateurs que nous allons avoir, ou c'est une nouvelle fonctionnalité, ça va faire de la pub, et ça va permettre d'apporter de la valeur
peut-être un pricing en plus par rapport aux utilisateurs actuels, ou de les fidéliser et de conserver la base de données d'utilisateurs que nous avons. Donc voilà un premier exemple qui permet de pondérer les points et de calculer par rapport à la pondération du critère, ici chiffre d'affaires, nouveaux utilisateurs, fonctionnalités, combien les user stories les plus importantes rapportent. Ensuite, on peut prioriser avec cette matrice à 4 cases qui permet de voir, tiens, finalement, j'ai une première approche que je viens de vous présenter, sûrement des critères de pondération, mais peut-être que je voudrais le voir de manière plus visuelle. Donc cette matrice, c'est une matrice gain-effort, gain-coût, qui est une matrice très classique, permet de faire ressortir le fait que vous avez une dimension d'impact client, ici, en bas, et une dimension de facilité de mise en œuvre sur le haut. Et vous allez prioriser vos user stories, vos épopées, vos fonctionnalités, en fonction de est-ce qu'elles apportent un impact et qu'elles ont un effort faible. L'effort faible, ou la facilité de mise en œuvre, ça peut être les user story points, c'est-à-dire le point, la complexité que cela représente. L'impact client, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être les nouveaux utilisateurs. Donc vous allez le mettre sur cette matrice et vous voyez que, évidemment, les user stories qui ont le plus d'impact en termes de business, de chiffre d'affaires, de nouveaux utilisateurs, et qui ont la plus petite facilité de mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle les low hanging fruits, on n'a qu'à tendre le bras pour les prendre. Après, les fonctionnalités ou les user stories qui vont devoir être planifiées prudemment parce que l'impact est important, mais en même temps, il y a beaucoup d'efforts, donc il faut faire attention quand on va les planifier. On va les mettre en bas à droite. Et celles qui sont faciles à mettre en œuvre, mais on n'a pas validé qu'il y a un gain business, celles-là, et c'est vraiment fondamental, il y a beaucoup de difficultés généralement à les gérer, et bien celles qui sont faciles à mettre en œuvre, mais on ne valide pas le gain, mettez-les dans le backlog, ne les mettez pas en œuvre. C'est un piège, souvent on se dit « Ah oui, mais ça, je pense que ça va convaincre les utilisateurs ». Non, c'est un piège. Vous pensez que ça va être le cas, mais finalement, vous la sortez, vous avez quand même fait du dev, vous avez fait des tests, des recettes, et puis finalement, l'utilisateur vous dit « Oui, bon, c'était une bonne idée, mais bon, ça ne fait pas la différence au final ». Donc le plus important, c'est ce qui est à droite dans cette matrice, les low hanging fruits, et puis les fruits qui sont sûrs de rapporter du business, même s'ils coûtent plus cher. Poursuivons. En termes de revue et d'évaluation, la quatrième et la troisième étape dans les métriques, en termes de pilotage. Quand vous faites un pilotage dans un projet conventionnel, vous faites la charge. Tiens, voilà la charge prévue sur le projet et la charge réalisée. Vous faites l'écart. Vous faites même le reste à faire, le RAF. Tiens, combien de jours il reste à faire, combien de mois de travail il reste à faire. Vous regardez aussi la qualité prévue par rapport à la qualité délivrée. Vous faites aussi un suivi des risques. Et puis vous avez un graphe, voici le reste à faire en fonction du projet. Eh bien, dans l'agile, c'est extrêmement simplifié, encore une fois, parce qu'on n'a pas la même taille forcément que des projets qui vont impliquer peut-être plusieurs dizaines, des centaines de développeurs ou d'ingénieurs dans les projets conventionnels. Vous allez avoir des équipes, encore une fois, Scrum, Agile, de 5 à 10 personnes, et dans ces équipes, vous allez regarder ce qu'on appelle le burn down chart. Vous allez regarder les story points, qui est l'équivalent de la charge, finalement, en jour homme, et vous allez regarder à quelle vitesse vous réduisez ces story points par rapport à ce que vous avez prévu. C'est ce qu'on appelle un burn down chart, et c'est une forme de prévu par rapport à réaliser. Combien de points j'ai réalisé par rapport à ce que j'ai prévu. Et ça permet à l'équipe d'avoir une granularité qui est différente de celle des jours hommes qui ne parlent pas forcément, parce que les story points intègrent cette dimension de complexité et de richesse. Donc nous avons dans cette partie pilotage aussi l'AIC, le management visuel. Alors, la plupart des équipes agiles utilisent le Kanban. C'est bien le Kanban, c'est pertinent, notamment pour des tâches dans l'agile, entre le backlog, à faire, en cours, fait et puis validé, réalisé. Mais ce n'est pas la seule notion. Je vous invite aussi à avoir des indicateurs. Donc nous, on le voit dans notre approche d'animation intervalle court, de management visuel. Je vous invite à aller chercher notre livre blanc sur la méthode créer, qui consiste à créer justement des équipes qui sont à un autre niveau en faisant du management visuel, notamment des équipes agiles. Et on a ces 4 cadrans, donc il y a le cadran projet qu'on voit très bien avec les tâches en mode Kanban par exemple, mais on a aussi le cadran indicateur. Dans le cadran indicateur, on va avoir cette notion du burn down chart, on va parler aussi de vélocité par exemple de l'équipe, est-ce qu'elle a été efficace sur le sprint. Et il y a 2 autres cadrans qu'on aurait peut-être tendance à oublier, mais qui existent dans l'agile. Le cadran évolution, qui est en fait la rétrospective. Tiens, on vient de terminer notre sprint, on a fait 2-3 semaines de développement, qu'est-ce qu'on en retient?
Donc c'est intéressant d'avoir cette notion d'évolution, quelle est la dynamique d'amélioration continue. Et souvent, sur les projets conventionnels, on oublie cette dynamique de rétrospective, de REX, de retour d'expérience. On le fait sur des jalons majeurs. Les jalons majeurs, c'est peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois. Eh bien, l'agile a cette sagesse d'intégrer dans les sprint reviews, après c'est peut-être bien fait ou moins bien fait dans différentes situations, d'aller chercher cette rétrospective que je vais vous présenter juste après. Et justement, dans cette rétrospective, on va regarder quels sont les écarts, quels sont les apprentissages, comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour le sprint qui suit. La dernière dimension, c'est celle de la vie d'équipe, qui va nous permettre de développer en fait l'humeur, la bonne ambiance, mais aussi la charge de chacun, peut-être les faits marquants qui se sont passés. Donc réfléchissons. Dans une équipe agile, notamment un framework Scrum, qu'est-ce qui va se passer? On va faire des revues quotidiennes, mais on va aussi faire des revues de sprint. Donc justement, le pilotage, il intègre ce Kanban, il intègre ses indicateurs, mais il intègre aussi la météo de l'équipe et il intègre aussi ses rétrospectives. Ce sont ces 4 dimensions qui, pour nous, permettent à l'équipe d'être efficace en termes de pilotage de ses itérations et de ses tâches. Il y a aussi la déclinaison des OKR, Objective Key Results, en français Objectif Résultat Clé. Donc c'est tout un pan en fait de pilotage des activités que je ne vais pas détailler ici, mais je vous invite à aller voir le site de Measure What Matters de John Doerr, parce que ce site est très bien fait. Il vous explique comment décliner vos objectifs Key Results, les objectifs stratégiques, en objectifs après par entité, puis définir quels résultats nous attendons sur ces objectifs et en déduire les opportunités en fonction des résultats que nous avons ou pas atteints. Et vous avez des exemples très concrets sur son site web sur comment mettre en place des OKR dans tel type d'activité, dans tel autre type de secteur, avec des exemples précis. Alors cette démarche OKR est très souvent déployée, notamment dans les startups, aussi dans des déclinaisons d'objectifs, dans des grandes structures, mais souvent il est trop démultiplié de manière trop précise, ce qui fait que les gens croulent sous le nombre d'objectifs trop nombreux qui leur est soumis, et ils sont perdus et ils n'arrivent pas à les atteindre. Ma recommandation ici, comme nous l'avons vu dans le premier outil Build, Measure, Learn, ou MVP, Minimum Viable Product, c'est de retourner au less is more. Ne mettez pas plus que 2, 3 ou 4 objectifs vraiment dans l'extrême par rapport aux équipes. Parce qu'autrement, on se disperse sur trop d'objectifs et on n'atteint pas nos résultats. Enfin, voyons la dernière étape sur laquelle nous pouvons mettre des indicateurs et des résultats, qui est l'étape en fait revue et évaluation. Et autant dans un projet conventionnel, nous pouvons faire un retour d'expérience qui, pour être tout à fait honnête, est rare. Je le vois rarement. Pourquoi? Imaginons que vous ayez des jalons tous les 3 mois, tous les 4 mois. Vous allez faire des revues, c'est un grand programme, massive. Vous allez avoir énormément de personnes externes qui vont faire des constats, qui vont voir les charges, qui vont voir les documents ou les produits intermédiaires qui ont été réalisés. Mais au final, vous avez oublié ce qui s'est passé au début des 3 mois. Vous avez l'eau a coulé sous les ponts et vous avez oublié les points clés qui sont peut-être déroulés. Donc c'est bien de faire des grosses revues majeures à certains jalons clés, et d'ailleurs l'Agile le fait quand ils font du PI planning toutes les 10 semaines, toutes les 2 mois, 3 mois, mais on ne le fait pas de manière aussi massive, on le fait de manière intelligente, agile et chirurgicale. Et dans les rétextes projets, on pourrait faire par exemple la charge, la revue des risques, la revue des livrables, la revue des imprévus aussi que nous avons vécu. Et bien dans l'agile, on va faire par exemple une revue de la charge. Et la charge dans l'agile, ou le rendement d'une équipe agile, ça s'appelle la vélocité. La vélocité, c'est le nombre de story points que vous avez fait par sprint. Donc vous regardez d'un sprint à l'autre, qu'est-ce que ça donne. Et on peut penser à améliorer ce rendement. Alors les experts en agile vont vous dire, attention, surtout n'essayez pas d'améliorer encore et encore la vélocité, parce que ça va mettre la pression sur les équipes, ce qui est vrai en partie, et puis les équipes vont se protéger d'une certaine manière en mettant plus de story points pour être sûr qu'ils ont une marge de manœuvre et pas qu'on leur mette la pression. Donc encore une fois, dans un pilotage d'indicateurs, qu'il soit dans l'estimation, dans la priorisation, dans le pilotage ou dans la revue, on a vu les 4 étapes, le principal c'est de construire la confiance au niveau de l'équipe. Et quand vous avez construit la confiance au niveau de l'équipe, vous mettez des indicateurs qui font que l'équipe, oui ou non, se sent plus efficace. Et la vélocité a plus de sens de marcher ici. Et vous allez profiter des séances de rétex, de rétrospective, qui s'appellent par exemple les bilans de fin de sprint. On voit ici un exemple de bilan de fin de sprint, où on peut parler de vélocité,
du nombre d'anomalies, du reste à faire, de la productivité qui a été réalisée, de la couverture des tests, des faits marquants, des points positifs et des axes d'amélioration et des actions qu'on intègre. Donc voici un exemple de bilan de fin de sprint qui peut être fait toutes les 2-3 semaines. D'expérience, si vous faites un bilan de ce calibre-là à chaque fin de sprint, vous allez avoir au bout de 6 mois, 12 mois, une cinquantaine d'actions qui sera pénible d'implémenter et les gens vont se sentir croulés sous trop d'actions à faire. Ce que je vous invite, c'est, si vous faites le 2e, le 3e sprint, de repartir des sprints et de retours d'expérience des sprints précédents pour identifier, tiens, voilà, on est à 15 actions, maintenant c'est quoi les 3 actions principales qu'on décide de mettre en place et d'ancrer pour être sûr qu'on s'améliore. Donc voici le 2e outil fondamental dans l'agile sur la partie itération qui sont les différentes métriques. Et je vous invite vraiment à réfléchir maintenant, tiens, sur mes activités, que ce soit un développement d'un logiciel, développement d'un produit, développement de nouvelles fonctionnalités, développement de nouveaux services. Tiens, dans mes sprints, c'est quoi en termes d'estimation, de priorisation, de pilotage et d'amélioration, de revue, sur quoi je peux m'améliorer sur tout ce que je vous ai présenté. Là, j'ai mis exprès du contenu pour que vous vous disiez, non pas il faut tout faire, non, même moi je ne fais pas tout et de loin, mais au contraire, tiens, c'est où l'endroit où je ne suis pas bon? Est-ce que c'est l'estimation? Donc c'est un process, hein, l'estimation. Est-ce que c'est la priorisation? Est-ce que c'est la partie pilotage? Ou est-ce que c'est la partie rétex? Typiquement, la partie qui est la plus dure me concernant sur notre startup, c'est la partie priorisation. Nous avons du mal à identifier les fonctionnalités qui vont parler le plus aux utilisateurs et qui vont avoir de l'impact, quitte à ce qu'elles coûtent. Donc c'est cette partie-là qui nous est le plus difficile. Quelle est la vôtre?